Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine dans Legistream avec cette semaine un programme assez chargé puisqu'on va parler de la proposition de loi sur l'aide active à mourir, on va parler de la réforme des retraites ou encore du congrès du Parti socialiste. Alors, pour en parler avec moi cette semaine, il y a Elsa. Salut Elsa. Salut. Et il y a Hugo. Comment ça va Hugo ? Comme un mercredi. Comme un mercredi. Voilà, J'espère que vous êtes en forme parce qu'on va attaquer directement dans le dur du sujet avec notre premier invité, Stéphane Peu. Bonjour. Bonjour. Merci de venir nous voir, nous répondre dans Legistream. Vous êtes président du groupe Gauche démocrate et républicaine. C'est assez récent puisque vous avez pris la suite d'André Chassaigne il y a quelques semaines. Le 1er avril. Si on veut être taquin, on peut même dire coprésident, parce que là, Oui. il y a une spécificité au groupe GDR que vous nous expliquerez sûrement après. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien, ouais. Bon. C'est chronophage, mais ça se passe bien, c'est intéressant. Eh ben, on va revenir justement tout à l'heure, on parlera de votre niche parlementaire qui aura lieu la semaine prochaine, jeudi prochain, dans l'hémicycle. Et je vous propose de commencer avec la question de l'aide à mourir, puisque la proposition de loi a été adoptée hier soir en première lecture. Et il se trouve que vous êtes le seul de votre groupe à avoir voté contre. Pourquoi ? C'était déjà ma position lorsqu'on a étudié le texte l'an dernier avant la dissolution. Bon, à l'époque, dans mon groupe, il y avait également Pierre Dharréville Oui. et André Chassaigne, qui étaient avec moi plutôt contre ce texte, sachant que bon, c'est un sujet qui renvoie un peu à l'intime de chacun. Il y a une dimension personnelle, il y a une dimension philosophique. Moi, j'ai essayé d'expliquer. Je suis contre, non pas pour des raisons religieuses, ou pas, je suis contre en essayant d'argumenter une opposition de gauche à ce texte, parce que je pense que c'est un texte qui opère une rupture et qui peut ouvrir, être dangereux socialement. Je vois beaucoup de gens chez moi en Seine-Saint-Denis qui se refusent à aller en EHPAD parce qu'ils considèrent que leurs enfants modestes ne pourront pas payer et se culpabilisent d'être un poids pour leurs enfants. Je sais aussi que, par exemple, dans le texte sur l'aide à mourir, il faut un délai de 15 jours pour avoir le double avis médical sur une demande, d'administration de la substance létale, alors que dans mon département, qui a des soins palliatifs, Oui. il faut 6 mois pour obtenir un rendez-vous dans un centre antidouleur. Donc je pense qu'en l'état actuel de notre santé publique, en l'état actuel des soins palliatifs, mais aussi en l'état actuel de la société, de plus en plus individualiste, où on culpabilise beaucoup les personnes âgées, où on attend toujours une loi grand âge qui n'est toujours pas venue en débat à l'Assemblée, je m'inquiète beaucoup, non pas du texte tel qu'il est, mais de la porte qu'il en trouve et qui peut demain faire triompher un individualisme un peu égoïste sur la solidarité. Mais du coup, vous n'êtes pas dans un désaccord de principe avec l'euthanasie et la fin de vie. Si on admet qu'on pourrait aller vers une société qui a de meilleurs soins palliatifs, qui accompagne un peu mieux nos malades, vous accepteriez une loi qui autorise les gens à choisir, dans le cas évidemment de maladies incurables, de partir? Oui, mais j'ai du mal à croire à ce choix. Voilà. Pour vous, c'est une question individualiste J'ai du mal à croire à un choix tout à fait libre, un choix de ce type, c'est-à-dire de la vie et de la mort, tout à fait libre et tout à fait libéré des pressions sociales ou des pressions familiales. Et donc, je pense que pour moi, la question, c'est la question de la souffrance. Ouais. Et que dès lors que la souffrance peut être soulagée, je pense qu'on ne doit pas satisfaire à une demande de fin de vie, parce que je pense que c'est un choix qui ne pourra jamais être libre. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « j'ai pas choisi de naître, mais j'ai envie de choisir ma mort » ? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous répondent ça ? Que philosophiquement, je peux le comprendre, mais ce n'est pas à la société de l'administrer. Et justement,
Est-ce que vous pensez quand même que le texte va aller en adoption définitive avant la fin du mandat, sauf s'il démissionne, la fin de mandat du chef de l'État en mars-avril 2027? Oui, normalement, le calendrier, c'est automne au Sénat. Et donc, ça devrait revenir début 2026 à l'Assemblée en lecture définitive. Donc, oui, s'il n'y a pas de dissolution, s'il n'y a pas d'interruption de notre mandat, je pense que c'est un texte qui devrait aboutir avant la fin, avant 2027 en tout cas. Et pour revenir un peu sur la philosophie, est-ce que vous adhérez à ce que a dit François Bayrou? Il disait que pour lui, l'aide à mourir, c'est un détournement d'un acte ultime en un acte normal et banal. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Je crains, je partage assez cette remarque. Je crains la banalisation, mais je crains surtout la pression sociale sur les plus vulnérables et les plus pauvres. Vous savez, j'étais très marqué, moi, pendant le Covid, d'entendre sur des chaînes de télévision ou dans le débat public, parmi les ultralibéraux, mais parfois aussi sur des chaînes comme CNews, qui sont parfois, on dit, d'inspiration un peu catholique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces débats où on disait, mais comment est-ce possible de mettre un pays à l'arrêt pendant le Covid pour se prémunir d'une maladie qui finalement ne touche que les vieux? Les plus fragiles, pas que les vieux. Non mais les inactifs, les gens, enfin en gros qui servent plus à rien, quoi. D'un point de vue strictement utilitaire, ça m'avait beaucoup choqué. J'entends aussi les débats sur l'homme augmenté aux États-Unis, qui sont plus l'apanage de quelques illuminés dans un coin, mais qui pénètrent aussi les sphères dirigeantes des États-Unis, de certains pays européens. Donc il y a une évolution du débat intellectuel sur l'individualisme, sur le tri entre actifs et inactifs. Enfin, je pense qu'on est loin du sentiment de solidarité, de fraternité, d'égalité entre les citoyens, puis d'attention aux autres. Moi, je pense que, même au sein de familles, il m'arrive parfois, je vais souvent visiter des malades à l'hôpital, il m'arrive parfois d'être assez surpris de voir qu'au sein d'une famille, la charge d'un parent malade, si on pouvait se délester de cette charge, on ne s'en porterait pas plus mal. Oui, c'est ça que vous dites quand vous parlez de pression sociale. Oui. Et je pense qu'il y a des gens qui intériorisent le fait de... Vous savez, plus vous êtes pauvre, et plus vous êtes modeste, plus on vous a donné le sentiment pendant toute votre vie d'être une charge pour la société. Les gens qui ne sont rien. Les gens qui ne sont rien, Après... absolument. Et donc, voilà. Et quand vous avez le sentiment, et que parfois on vous dit que vous faites partie de ces gens qui ne sont rien, vous pouvez l'intérioriser jusqu'au point de considérer que vous devez soulager la société de votre présence. Mais alors justement, parce que là on parle de personnes qui sont très âgées, etc., ou extrêmement pauvres, mais dans le cas où ce sont des personnes qui sont atteintes de maladies incurables, dans lesquelles ils souffrent énormément, je pense à plein de maladies, les scléroses en plaques, la maladie de Huntington, Charcot, etc., évidemment, c'était une véritable demande. Qu'on puisse avoir cette aide à mourir là, plutôt que d'aller payer très cher dans des pays étrangers, ce qui, en plus, il y a une forme d'inégalité, du coup, dans ce traitement-là. J'entends cet argument. En même temps, on peut aussi se dire que la loi Claes-Leonetti, dans ce qu'elle permettait de soulager les souffrances, voire éventuellement de recourir à la sédation longue et continue, était trop méconnue, parce que normalement, ce type de souffrance réfractaire, parce que maladie incurable, on peut avoir une maladie incurable et vivre très longtemps. C'est pour ça qu'il y a le long et moyen terme qui a été défini par l'AS de quelques mois, moins d'un an. C'est pour ça aussi que j'avais, moi, déposé un amendement pour essayer d'introduire la notion de prévisibilité. Ce qui est compliqué, mais qui
qui essayait quand même de dire Cadrer un peu. incurable, c'est insuffisant. Vous pouvez avoir une maladie incurable et vivre 15 ans. Dans lesquels on souffre énormément. Oui, non, mais c'est pour ça que... Mais attention, que la loi ne dit pas dans les cas où on souffre énormément. La loi, elle dit incurable. Incurable, oui, ça peut être incurable, sans souffrance et durer longtemps. Et dans ce cas-là, vous avez peur qu'il y ait une pression de la société qui amène les gens à se tourner vers un suicide assisté, c'est ça ? Oui, moi je pense que la loi telle qu'elle est comporte un certain nombre de garde-fous, mais je pense qu'elle en trouve une porte dangereuse. Civilisationnelle, en fait. Oui, civilisationnelle. Okay. Je pense que oui, on peut dire que c'est. Enfin, je l'avais utilisé en 2024, je l'utilise plus parce que ça a été repris par d'autres personnes avec qui je me reconnais pas, mais il y a une dimension de rupture anthropologique, oui, je crois, dans cette loi. Il y a une question dans le chat de Stéphane qui nous demande c'est quoi la différence d'être mis dans le coma et d'en mourir à long terme et d'y mettre fin de façon consciente ? La différence, c'est que la différence, c'est que le médecin, dans un cas, vous soulage, et dans l'autre cas, vous administre la mort. Dans la loi, c'est le patient qui s'injecte lui-même le produit. Oui, s'il est dans le coma, ça va être... Oui, non, c'est dans la catégorie où s'il est dans le coma, c'est quelqu'un qui lui injecte, mais s'il est conscient, c'est lui-même qui s'injecte. Il se l'injecte après avis médical et qu'on lui ait donné les moyens de le faire. Donc dans un cas, on administre la mort, dans l'autre cas, on soulage les souffrances. C'est pas du tout le même geste, c'est pas du tout la même intention. Ça n'a pas du tout la même signification. Mais je trouve que Elsa disait un truc très intéressant sur un peu cette pas discrimination entre les riches qui peuvent se le payer et les moins riches. Je pense à un exemple qu'on a tous cu, c'est Guy Bedos, qui a bénéficié de médicaments qui l'ont fait mourir chez lui avec sa famille. Comment on peut trouver cet équilibre entre des gens qui veulent mourir et que certains choisissent de mourir seuls ou d'autres entourés parce qu'ils ont les moyens de pouvoir le faire? Oui, non, mais je vois bien. J'ai moi-même un ami très cher qui a procédé de la sorte. Donc, et j'ai beaucoup discuté avec sa famille. Et en même temps, je pense que si on lui avait fait connaître les ressources que permettait la loi Claes-Leonetti, il n'aurait pas recouru à cette... En fait, il a abrégé ses souffrances. Bon. Mais normalement, on est en capacité aujourd'hui d'y répondre. Et donc, la question du suicide assisté est une autre question qui, de mon point de vue, comporte un danger assez vertigineux pour une société qui, en plus, fait un peu triompher des individualismes qui sont des égoïsmes. Et moi, je vois surtout une société de plus en plus égoïste et qui, de ce fait, comporte plein de dangers avec une loi comme ça pour les plus fragiles. Je vous propose d'avancer un peu dans nos thèmes du jour, qu'on parle un peu de votre journée d'initiative parlementaire, la niche GDR, qui aura lieu donc en séance jeudi prochain. Vous allez porter une proposition de résolution pour abroger la réforme des retraites à 64 ans. Si vous pouvez nous expliquer un peu l'objectif de ce texte. Alors, l'objectif, il est très simple. La réforme Borne-Macron de 2023 a été un pur scandale démocratique, sans doute le plus grand scandale démocratique après le refus de reconnaître le vote des Français au référendum de 2005, dont on célèbre les 20 ans demain, absolument, puisqu'il a été procédé à l'utilisation d'un véhicule législatif, comme on dit, qui était la loi de finances de la sécurité sociale, donc avec un délai extrêmement court. Toutes les lois, vous pouvez remonter dans l'histoire de l'Assemblée, même récente, toutes les lois sur les retraites, il y en a eu beaucoup, ont toujours fait 2-3 mois de débat à l'Assemblée. Là, c'était 15 jours, possibilité d'amender réduite, et à la fin, pas de vote, 49-3. Bon. Ensuite, il y a eu beaucoup de volonté de revenir. Il y a eu une demande de référendum d'initiative partagée faite au Conseil constitutionnel qui l'a refusé. Ensuite, il y a eu des niches parlementaires qui ont essayé de réintroduire un vote de l'Assemblée sur la loi retraite. Il y a eu une obstruction
qui a empêché... D'un côté du Rassemblement national et de la France insoumise. Et donc, à chaque fois, obstruction de la Macronie et de la droite pour empêcher le vote. Et donc, nous avons décidé, dans notre journée parlementaire du 5 juin, de déjouer cette obstruction et d'obtenir le premier vote de l'Assemblée nationale en faisant ce qu'on appelle une résolution. Une résolution, ça ne s'amende pas. Et donc, du coup, on ferme la porte à la possibilité pour ceux qui auraient voulu de faire de l'obstruction à n'en plus finir et nous amener jusqu'à minuit. Donc, il y aura un vote. Ce sera le premier vote de l'Assemblée nationale. Sauf qu'il n'est pas contraignant. Oui, mais pour autant, vous dites... c'est pas simplement symbolique, parce que la proposition de résolution ne va pas abroger la réforme, mais pour autant, vous dites que c'est pas symbolique parce qu'il y a un vote. D'abord, ce ne sera pas symbolique, puisque c'est la première fois que l'Assemblée nationale va voter. Ça, c'est un symbole. Que l'Assemblée s'exprime pour la première fois, je trouve ça symbolique. Oui, c'est un symbole parce que symbolique, on entend anecdotique. Oui, c'est ça. Oui, c'est un symbole, si on veut, mais c'est surtout un acte politique qui est posé, puisque à partir du moment où l'Assemblée ne peut pas voter, où l'Assemblée ne peut plus déposer de proposition de loi, où le référendum est refusé par le président de la République, encore il y a quelques jours dans l'émission qu'il a faite. Le vote de l'Assemblée tel qu'il va se dérouler le 5 juin va être un vote beaucoup plus que symbolique. C'est-à-dire ça va être l'expression des représentants du peuple vis-à-vis de cette réforme qui, je le répète, que certains disent... J'ai entendu Gabriel Attal dire les Français ont tourné la page. Les Français, ils n'ont pas tourné la page de la réforme des retraites. D'abord parce que cette réforme était à la fois injuste, mais aussi très brutale, dans la mesure où elle s'appliquait immédiatement. Jamais une réforme des retraites ne s'est appliquée immédiatement à la génération qui partait. Il y avait des gens, au moment du vote de la loi, il y a des gens qui avaient déjà programmé leur pot de départ à la retraite. Bon, ça, le pot de départ, c'est pas grave, mais il y en avait d'autres qui avaient déjà donné congé de leur appartement pour partir dans l'endroit où ils avaient décidé de passer leur retraite, qui ont été obligés de renoncer. Donc elle a été brutale, elle était d'application immédiate. Et aujourd'hui, les Français, quand ils sont sondés, d'ailleurs, quand le président de la République a essayé de dire je vais recourir au référendum et que les sondeurs disaient quel référendum vous voulez, en tête des questions souhaitées, il y avait l'abrogation de la réforme des retraites. Donc, nous, ce que nous disons au Premier ministre, c'est la question que je lui ai posée hier d'ailleurs lors des questions au gouvernement, c'est entendez-vous, ne serait-ce que pour la bonne santé démocratique de notre pays, reconnaître enfin l'aspiration majoritaire des Français, le vote des représentants du peuple à l'Assemblée nationale et en tenir compte pour abroger cette réforme et revenir devant le Parlement pour qu'on ait un vrai débat sur la question des retraites. Parce que si on nous dit, comme m'a répondu François Bayrou hier, oui, mais il y a un problème de financement. Bien sûr, il y a un problème de financement. Personne ne nie qu'il y a un problème de financement. Le seul sujet, c'est que nous souhaitons débattre des chemins à suivre pour financer et consolider la retraite par répartition. Nous avons plein de propositions à faire et donc il faut que l'Assemblée puisse en discuter. L'idée, c'est que si jeudi prochain, elle est adoptée, cette proposition de résolution, c'est que derrière, vous demandez à ce qu'il y ait un nouveau texte qui arrive, bien ou bien sûr. c'est pour... Et ce, d'autant plus que il est probable que le conclave sur les retraites qui va se terminer le 17 ou le 20 juin n'aboutisse pas... Oui, je vais dire, qu'est-ce que vous en attendez de ce conclave ? J'entendais encore le secrétaire général de la CFE-CGC ce matin qui semble dire qu'il n'y aura pas d'accord puisqu'il y a un blocage absolu du MEDEF, du patronat de bouger aucune ligne de financement. Donc dès lors qu'ils veulent bouger aucune ligne de financement, d'ailleurs il prenait une image qui m'a fait rire, il disait le MEDEF et le patronat, c'est un peu comme quand vous allez prendre l'apéro le dimanche matin au PMU, quand c'est à son tour de payer la tournée, il a plus soif, quoi. Donc c'est un peu l'attitude très très fermée du MEDEF vis-à-vis de. Donc il faut revenir vers l'Assemblée. Il y a plein de propositions qui sont sur la table. Et je rappelle, juste fini là-dessus, c'est que François Bayrou a écrit aux députés au mois de février. Il nous a adressé une lettre où il s'est engagé à revenir devant l'Assemblée nationale
avec un texte sur les retraites. Bon. Voilà, donc nous allons lui offrir la possibilité de le faire avec le vote, j'en suis certain, qui sera un vote majoritaire de l'Assemblée. Vous parlez de sauver le système de retraite par répartition. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent ce système d'être profondément injuste envers les générations les plus jeunes, qui sont effectivement moins nombreuses, qui ont plus de difficultés économiques et financières par rapport à des générations qui sont nées dans les années 50, etc., qui doivent financer un système de retraite qui est quand même assez colossal? Non, parce que aujourd'hui, le déficit des retraites ne vient pas du nombre de personnes à la retraite et du nombre de personnes qui travaillent. Il vient du fait que les gouvernements successifs ont décidé d'exonérer de cotisations sociales une partie des entreprises. Ce qui fait qu'il n'y a pas de problème d'équilibre. En soi, il y a un problème de recettes. Bon. Et ce n'est pas les générations actuelles. C'est le choix d'avoir exonéré les entreprises de cotisations sociales en parlant toujours de charges, alors que c'est ce qui finance et nos retraites, et notre sécurité sociale, et notre modèle social. Et donc, contrairement à une idée reçue sur le nombre de jeunes par rapport au nombre d'actifs et au nombre de retraités, aujourd'hui, le grand problème qu'il y a pour les jeunes, c'est l'idée que le système par répartition ne serait pas pérenne, parce qu'on ne s'en donnerait pas les moyens. Parce qu'à force de couper dans les recettes de ce système, en exonérant et en libéralisant l'économie, en exonérant de cotisations sociales, on met en situation d'inquiétude la jeunesse de ce pays qui est en train de se dire, est-ce que moi j'aurai le droit à une retraite ? Non pas parce que le système est déséquilibré, mais parce qu'on est en train de casser les fondements même de ce système qui fait que, oui, dans ce pays, il y a et des impôts et des cotisations sociales. On peut dire la même chose de la sécurité sociale. Donc demain, si vous voulez, si on inquiète les jeunes sur la retraite, on les inquiète aussi sur la santé publique, on les inquiète sur l'école. Si demain, le modèle qu'on veut pour la France, c'est que à chaque fois que vous allez chez le médecin ou à l'hôpital, c'est plus la carte verte que vous sortez, mais la carte bleue. Si demain, l'école pour vos enfants, ce n'est plus une école gratuite et publique, mais une école qu'il faut payer très cher et qui est donc de ce fait très sélective, et que, par ailleurs, la retraite, il faut que vous la payiez vous-même. Alors là, l'individualisme dont je parlais tout à l'heure sur un autre sujet, c'est une société totalement individualiste où les gens ne comptent que sur eux-mêmes. Sans parler de passer à un système de capitalisation, la répartition peut être un peu moins forte sur le salaire des actifs. Non, vous parlez des cotisations... Moi, je parle des cotisations sociales. Quand le financement des retraites, aujourd'hui, c'est une part de cotisation patronale, une part de cotisation salariale. Donc, aujourd'hui, le sujet des exonérations, ce n'est pas l'exonération des cotisations payées par les salariés, c'est des cotisations payées par les entreprises. Bon. C'est la socialisation de cette recette. Donc, si vous voulez, voilà, enfin, je pense qu'on est en train il y a toujours eu des velléités. Vous savez, les retraites, c'est plus de 350 milliards par an. Il y a plein de gens qui considèrent qu'il est anormal que cette manne financière soit socialisée et pas mise au profit de la rentabilité. Et donc, l'idée de mettre la main là-dessus pour payer des fonds d'investissement, des fonds de pension, avec toutes les fragilités. Pourquoi on a créé la retraite par répartition en 1945 ? C'est parce qu'on a expérimenté en France la retraite par capitalisation. Elle existait avant, dans les années 20, dans les années 30. Et les cracks qui a suivi 29 et la Grande Dépression des années 30 a ruiné la retraite par capitalisation. Ils n'avaient pas pensé à l'époque qu'il y aurait une génération... Les subprimes aux États-Unis. Mais que s'est-il passé aux États-Unis ? Que pensez-vous ? Interrogez les retraités américains sur les annonces de Trump et les conséquences que ça... Je ne parle pas de système par capitalisation, mais oui. Oui, non, mais il n'y a pas 36 solutions. C'est soit... Moi, je pensais plus à baisser la répartition pour que ça pèse moins sur les salaires des actifs. Oui, mais le sujet, c'est surtout
qu'on refasse payer tout le monde ce qu'il doit payer à ce modèle social. Okay. Oui, Je sais qu'il y a des questions dans le chat, il nous reste 2 minutes. Donc, Très rapidement, sur votre niche, il y a Clara, c'est la deuxième fois qu'elle le pose, donc je le pose pour elle. Oh, c'est ça. Qui demande quels sont les textes que vous souhaitez voir être adoptés en priorité dans votre niche. Alors, le premier texte, ça va être les retraites, hein, donc on vient d'en parler, je ne reviens pas dessus. Ensuite, on a un autre texte qui a été adopté en commission aujourd'hui, qui consiste à ce que les allocations familiales soient versées dès le premier enfant. C'est un texte important parce qu'il tient compte, là, pour le coup, d'une évolution de la société, d'une évolution de la cellule familiale, et en gardant le principe de l'universalité. Hein, c'est l'enfant qui déclenche le versement des allocations. Et ça, vous pensez que ça peut passer? Enfin, vous savez à peu près si... C'est passé en commission ce matin. Alors, bizarrement, le MoDem a voté contre, parce que, bon, maintenant, c'est le parti du Premier ministre. Ils l'avaient eux-mêmes déposé dans une de leurs niches parlementaires, donc on a un peu de mal à suivre. Il se trouve que... peut-être rechanger d'avis d'ici la semaine prochaine. Peut-être, c'est possible, j'espère. En tout cas, j'espère, mais c'est une mesure importante. Nous avons un autre texte sur ce qu'on appelle les frais bancaires, notamment les agios, qui sont payés souvent par les personnes les plus en difficulté, qui sont une manne financière énorme. Hein. Vous savez que pour les banques, chaque année, les agios et les frais bancaires, c'est 7 milliards d'euros de recettes pour le système bancaire en France. Donc, les agios, c'est les pénalités quand on est à découvert. Quand on est à découvert, parfois très peu. Parfois et donc, beaucoup. Tu sais pas ce que c'est, dis donc, la chance. Parfois les agios s'ajoutent et ça peut créer des situations difficiles. On n'invente rien. Il y a des gens, le 15 du mois, ils n'ont plus rien. Oui. Hein. Donc, forcément, il peut y avoir chaque mois une quinzaine de jours avec un découvert. Et là, vous êtes pénalisé parce que vous payez des agios considérables. Les découverts ne sont jamais gigantesques parce qu'une banque, elle vous coupe toute capacité de paiement bien avant que le découvert... Voilà. Donc, vous savez, il y a une grande règle capitaliste. Hein. Quand vous avez un petit compte en banque, la banque vous le ferme au moindre écart. Et quand vous avez beaucoup d'argent, quand vous êtes à découvert, le problème, il n'est plus pour vous, il est pour la banque. Donc, non, très rapidement, entre Nicolas Meyer-Rossignol et Olivier Faure, vous préférez qui à la tête du PS? Vous passez du coq à l'âne. Hein, mais c'est parce qu'il nous reste 30 secondes. D'accord, entre Olivier Faure et... moi, je préfère Olivier Faure, clairement, parce que il est unitaire, il veut l'union des forces de gauche, et puis je crois qu'il a été courageux en remontant le Parti socialiste après la grande déception du quinquennat de François Hollande. Et donc, voilà, c'est pas mon parti, mais je regarde attentivement, je suis de gauche, et je suis un partisan de l'union, et donc je regarde attentivement ce qui s'y passe, et je souhaite qu'Olivier Faure gagne. Écoutez, on demandera aussi ce qu'il en pense à notre prochain invité. Merci beaucoup Stéphane Peu d'être venu répondre à nos questions. On suivra évidemment la niche parlementaire qui aura lieu jeudi prochain dans l'hémicycle. Vous revenez quand vous voulez sur Legistream. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Je vais vous demander de laisser la place à notre second invité. Au revoir. Au revoir. Pardon. À très bientôt. Notre second invité, Pierrick Courbon, qui est à l'entrée. Je vous en prie, venez nous rejoindre sur le plateau. Pierrick Courbon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Legistream pour répondre à nos questions. Vous êtes député socialiste de la Loire, et membre de la commission des affaires sociales. Et je vous propose qu'on commence directement à parler de la loi dite Duplon, qui est passée lundi dans l'hémicycle, qui est passée rapidement dans l'hémicycle lundi. C'est donc, pour donner un peu de contexte, c'est une proposition de loi qui vise à lever certaines restrictions sur l'utilisation, notamment sur l'utilisation de produits phytosanitaires pour les agriculteurs. Et il se trouve qu'en plus d'être député, vous êtes apiculteur. Oui, amateur, mais apiculteur passionné. Mais qui est quand même au fait de ces questions-là, on va en parler. Donc j'aimerais bien avoir ce point de vue en tant qu'apiculteur, amateur ou pas, pour savoir de quoi on parle exactement, ce que sont les conséquences, que pourraient être les conséquences de ce texte concrètement. Alors déjà, pour remettre effectivement en contexte cette loi Duplon, le titre officiel, c'est « Lever les entraves au métier d'agriculteur ». Et en fait, sous prétexte de répondre à la crise agricole, on a un texte qui est
plein de régressions sur le plan environnemental, sur le plan de la transition agroécologique, sur le plan sanitaire, avec de nombreuses dispositions qui sont aujourd'hui très contestées, et en particulier ce qu'il y a dans l'article 2, à savoir la réautorisation d'un certain nombre de produits. On revient sur des choses qui voilà, les fameux néonicotinoïdes, et en particulier l'acétamipride, dont on a beaucoup parlé, qui sont des insecticides qui sont aujourd'hui qualifiés de tueurs d'abeilles, parce qu'ils ont des effets extrêmement problématiques, extrêmement graves, non seulement sur les abeilles, sur la filière apicole, mais plus globalement sur l'ensemble des pollinisateurs, sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, et y compris une dangerosité avérée sur la santé humaine. Et donc, quand moi je me suis fortement opposé à cet article, c'était pas simplement, on va dire, par corporatisme, parce que j'aime l'apiculture et j'aime les abeilles, mais c'est parce que je suis convaincu en tant que législateur, que c'est une véritable régression, et y compris pour la santé de tout un chacun. Donc, pour qu'on comprenne bien, des agriculteurs vont par exemple utiliser l'insecticide dans leur champ, et juste à côté, s'il y a un apiculteur ou même des champs où les abeilles vont venir butiner, c'est comme ça que le problème va se transmettre. Alors c'est un peu plus complexe que cela, puisqu'en fait donc, ce sont des produits qui sont aujourd'hui sollicités non pas par l'ensemble du monde agricole. Il faut aussi remettre ça en contexte. Cette loi elle ne répond pas aux demandes de tous les agriculteurs. Il y a aujourd'hui des syndicats agricoles qui disent cette loi du plomb, on n'en veut pas parce que ce n'est pas le modèle agricole qu'on veut promouvoir pour l'avenir, mais effectivement elle est sollicitée par quelques filières très spécifiques. La culture de la noisette, la betterave, la pomme, aussi également la cerise. La difficulté, c'est qu'on est sur des insecticides qui sont systémiques, c'est-à-dire qu'ils passent dans la plante et donc qui ont un double danger, à la fois ce qu'on appelle une toxicité aiguë, c'est-à-dire quand on les utilise, il y a une toxicité immédiate, mais il y a aussi une rémanence dans la plante, dans les sols, dans l'eau, qui arrive ensuite à contaminer durablement les cultures suivantes, à contaminer l'eau et donc à avoir un effet sur le long terme qui peut être extrêmement néfaste pour les abeilles, mais au-delà encore une fois des abeilles, sur l'ensemble des pollinisateurs, sur l'ensemble des insectes, sur les oiseaux qui mangent ces insectes, etc. etc. Et un certain nombre de travaux scientifiques ont montré des phénomènes de contamination chez des fœtus, des problématiques de produits qui sont cancérigènes, qui sont des perturbateurs endocriniens. Et donc la France avait fait le choix courageux de les interdire. Il y a presque 10 ans maintenant, on a été précurseur, et c'est une fierté, effectivement, d'être précurseur en termes de protection de l'environnement par rapport au reste de l'Europe. Et aujourd'hui, finalement, bien, on revient en arrière en toute connaissance de cause. Et moi, ce qui me chagrine, c'est que finalement, au-delà du sujet, c'est que on légifère contre la science. Et ça, moi, pour quelqu'un qui est cartésien, qui croit dans le progrès, dans la science, c'est extrêmement blessant de dire, voilà, on connaît un certain nombre d'effets, on a une documentation, une littérature scientifique qui s'enrichit sur la dangerosité de ces produits, et là, on revient en arrière en toute connaissance de cause, donc c'est vraiment une régression. Et surtout, ce que j'ai essayé de plaider dans les commissions, puisqu'on n'a pas pu en débattre dans l'hémicycle, on va peut-être y revenir, c'est qu'on ne peut pas, pour vouloir aider, soutenir une filière, accepter finalement d'en affaiblir une autre, d'en détruire une autre, la filière apicole. La filière apicole, c'est aussi un poids économique dans le monde agricole, c'est aussi un intérêt pour l'ensemble du monde agricole, parce que la pollinisation, c'est important pour l'ensemble de nos cultures, pour l'ensemble du monde agricole. Et donc aujourd'hui, finalement, dire on s'en fiche un petit peu et puis tant pis si ça pose des problèmes aux abeilles, c'est véritablement irresponsable. Alors, on parle d'acétamipride. D'ailleurs, vous êtes l'un des rares députés à avoir alerté sur l'utilisation de cette substance. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache exactement ce que c'est. C'est à quoi son action exacte? Alors, en fait, c'est un insecticide qui est utilisé sur les plantes ou qui peut être utilisé pour enrober un certain nombre de graines et qui ensuite, finalement, pour résumer et le dire simplement, qui protège une culture d'un certain nombre de ravageurs, comme les pucerons, mouches ou autres, voilà, spécifiquement. Et donc, et ça tue directement les abeilles aussi. Ça peut tuer soit directement les abeilles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec ce qu'on appelle une intoxication aiguë, immédiate, voilà, où on a eu des exemples dans le passé où on voyait une abeille qui venait sur une plante, sur une fleur et qui était morte en quelques dizaines de secondes, ou ensuite des intoxications
d'intoxication chronique qui sont, on va dire, plus douces, mais peut-être plus violentes, avec donc des abeilles qui sont ensuite affaiblies, qui ont du mal à retourner à leur ruche, qui deviennent plus sensibles à d'autres maladies. Et donc globalement, ça affaiblit l'ensemble des colonies qui finissent par mourir. Et vous proposez une alternative à ces... Alors il y a déjà, il faut le dire, il y a déjà des alternatives pour à peu près 90% des utilisations aujourd'hui des néonicotinoïdes. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore quelques trous dans la raquette, effectivement, et il faut pouvoir y répondre. Et c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il faut pouvoir mettre le paquet sur la recherche en agronomie en particulier, pour trouver des alternatives qui ne soient pas dangereuses pour l'environnement. Ça suppose des moyens, et aujourd'hui, les mêmes qui défendent ce texte du plomb sont les mêmes qui sabrent les budgets de la recherche. Il y a sur un certain nombre de filières, je pense par exemple à la culture de l'endive, ça fait plus de 10 ans que cette interdiction est mise en place et plane sur leur tête, au-dessus de leur tête, et finalement ils n'ont rien fait parce que finalement c'est une solution de facilité d'utiliser des produits phytosanitaires. Et donc aujourd'hui, on se retrouve un petit peu au pied du mur et donc à devoir finalement revenir en arrière avec une solution de facilité, mais une solution régressive et surtout dangereuse pour notre santé, la santé de nos enfants et la santé de la planète. Et juste pour comprendre, vous parliez des alternatives viables pour les agriculteurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils n'acceptent pas de se tourner vers ça? Parce que c'est plus cher? Parce que c'est parce qu'il y a effectivement... Alors déjà, il y a la question aussi d'une forme de lobby d'un certain nombre d'industriels, parce que la question des produits phytosanitaires, c'est aussi un business, et donc qui s'entretient. On crée finalement une forme de dépendance pour un certain nombre d'agriculteurs vis-à-vis de ces produits. Et puis, il y a effectivement des questions de rendement qui sont moindres, avec des utilisations alternatives, ou en tout cas des modes de culture alternatifs. Et donc, il faut changer de paradigme. Effectivement, si on est vraiment dans une logique productiviste, on n'est pas enclin à se laisser séduire ou à vouloir essayer des méthodes alternatives. Mais vous savez, par exemple, on a beaucoup parlé de la noisette. Vous savez, la noisette, c'est 8000 hectares de culture en France, donc ce n'est pas une culture majeure. Et la majorité de la production de noisettes en France, c'est pour répondre à des commandes d'une entreprise qu'on connaît bien, qui fabrique une célèbre pâte à tartiner, qui n'est pas non plus le produit le meilleur pour notre santé. Et aujourd'hui, on a des exemples de cultivateurs de noisettes qui disent, avec d'autres méthodes de culture, j'ai effectivement diminué ma production. Je ne réponds plus forcément aux standards de la commande, mais j'ai d'autres débouchés commerciaux avec des prix peut-être plus intéressants. Et finalement, l'un dans l'autre, je m'y retrouve. Donc, au-delà de la question de l'acétamipride, le sujet, c'est est-ce qu'on veut continuer d'encourager un mode productiviste, un mode d'agriculture dont on connaît véritablement aujourd'hui les limites, ou est-ce que, et moi j'en suis convaincu, il faut vraiment mettre le paquet pour favoriser une transition agroécologique? On est tous d'accord, je pense, sur les bancs de l'ensemble de l'hémicycle, sur le fait qu'il faut défendre la souveraineté alimentaire, qu'il faut défendre la production française, qu'il faut défendre l'agriculture. Il n'y a pas de problème avec ça. La question, c'est comment, avec quels moyens et pour faire quoi? Alors, dans le chat, c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui vous reproche, qui dit « Sachant tout ce qu'allait faire ce gouvernement illégitime, pourquoi ne l'avez-vous pas censuré et maintenant venir le critiquer ?» Alors, ça ne vous concerne pas parce que je fais partie des quelques socialistes au sein de ma famille politique qui a effectivement décidé de censurer le gouvernement. Alors après, la question de la censure, pour élargir, elle va au-delà du seul sujet de cette loi du plomb. Il y a beaucoup de choses à dire sur, finalement, la manière dont cette loi va poursuivre son parcours législatif au forceps, mais en attendant, aujourd'hui, voilà, c'est véritablement une régression, et je pense que, y compris dans les bancs aujourd'hui du bloc central, certains, je pense par exemple à Madame la Présidente de la Commission du Développement durable, s'est montrée extrêmement critique, voilà, exactement, et en commission a tenu, en tant qu'agricultrice, une position extrêmement courageuse en disant qu'il faut supprimer cet article-là parce qu'on est sur un retour en arrière et on va à contre-courant du sens de l'histoire. Et juste pour préciser pourquoi vous disiez que c'est une loi qui passe au forceps, pour comprendre, c'est donc fait assez inhabituel, disons, c'est Julien Dive, le rapporteur droite républicaine de la PPL, qui a déposé une motion de rejet sur son propre texte, qui a été adoptée, cette motion de rejet, pour éviter, donc lui il parle de sabotage, c'est-à-dire en gros de milliers d'amendements qui ont été déposés par la France Insoumise et le groupe écologiste. Est-ce que vous pensez que
dans leur stratégie pour mettre un peu des bâtons dans les rues, ils sont allés trop loin, LFI et les écologistes? Moi, je pense surtout qu'il faut dénoncer le déni de démocratie du bloc central et du rapporteur, de l'ensemble du bloc central, soutenu par l'extrême droite dans cette manœuvre politicienne qui est véritablement pitoyable, parce que c'est assez inédit, en tout cas dans l'histoire récente du Parlement, que des partisans d'un texte décident de le saborder eux-mêmes pour éviter qu'il soit débattu dans l'hémicycle et qu'il aille finalement poursuivre son parcours législatif en commission mixte paritaire, c'est-à-dire dans une instance à huis clos où 7 députés, 7 sénateurs vont pouvoir se mettre d'accord. Moi, je considère que c'est véritablement... Le Sénat est quand même plutôt... Le Sénat est extrêmement favorable à ce texte-là. La droite est majoritaire. Moi, je pense qu'on a un certain nombre d'élus qui n'ont pas eu le courage d'assumer leur position devant la représentation nationale, devant les Français, qui préfèrent finalement le catimini de la commission mixte paritaire. Je le regrette parce qu'effectivement, moi je suis démocrate, je respecte le fait majoritaire, mais j'aime pouvoir défendre mes arguments, j'aime pouvoir les exposer. Et je pense que voilà, on se retrouve aujourd'hui à affaiblir véritablement le Parlement quand on ne laisse pas des députés qui font leur travail de parlementaire, c'est-à-dire déposer des amendements et ensuite argumenter pour essayer de convaincre. Et je ne suis pas certain que sur cet article 2 et sur ce sujet des néonicotinoïdes, nous n'aurions pas été majoritaires. Malheureusement, j'ai envie de dire, on le sera sans doute jamais. Et est-ce qu'il ne faudrait pas quand même avoir une réflexion, pas pour encadrer le dépôt d'amendements, mais c'est vrai qu'on voit le nombre de textes de loi qui sont déposés à l'Assemblée dernièrement et qui sont examinés, qui dépasse le millier. On pense à la loi fin de vie où il y a eu, je crois, 3000 amendements. Cette loi-là, il y en avait 3000 aussi. On parle de la loi simplification où, pareil, je crois que le timing, c'est jusqu'à demain soir. Et si ce n'est pas fini, c'est reporté sine qua non. Est-ce qu'il ne faudrait quand même pas limiter, en respectant le droit de chacun, mais peut-être limiter, mettre une virgule ou limiter le nombre d'amendements identiques? Est-ce que ça pourrait être une solution? La question, plus largement, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on légifère bien et de manière sérieuse? Et très clairement, non. On fait aujourd'hui du mauvais travail parlementaire. Moi, je suis très clair là-dessus. Après, le droit d'amendement, c'est un droit constitutionnel des parlementaires. On a une situation politique extrêmement complexe. Et si finalement on vient limiter le pouvoir d'agir des parlementaires, ça devient extrêmement compliqué. Là, on a créé quand même un précédent grave. Parce que si aujourd'hui la solution pour contourner le débat parlementaire quand on est majoritaire au Sénat et qu'on ne sait pas trop ce que ça peut donner à l'Assemblée, c'est votons une motion de rejet avec le soutien de l'extrême droite, il faut quand même le rappeler, parce que c'est quand même pas anodin sur le plan politique, pour empêcher l'Assemblée nationale de travailler et ensuite laisser les textes se poursuivre, on ne va pas s'en sortir. La limite, c'est quoi? C'est quoi un nombre d'amendements raisonnables sur un texte comme la fin de vie dont vous venez de parler? C'est quand même des sujets sociétaux majeurs. Moi, je ne suis pas choqué que sur un texte comme la fin de vie, on ait pu en débattre pendant 15 jours. Et d'ailleurs, on a montré, je pense, le plus beau visage du débat parlementaire avec ce texte-là. Je pense qu'on aurait pu très bien passer quelques dizaines d'heures sur cette loi du plomb, parce que c'est aussi notre modèle agricole qui est en jeu. Je pense que c'est des sujets fondamentaux qui méritent qu'on puisse, encore une fois, débattre argument contre argument. Et je pense qu'il ne faut jamais avoir peur du débat, même si c'est parfois un peu long et un peu fastidieux. Et juste, vous parliez de la fin de vie, très bonne transition pour pouvoir parler de notre deuxième thème. Donc, vous avez voté pour hier sur la PPL sur l'aide active à mourir. Comment est-ce que vous avez vécu ces discussions, souvent sur des sujets qui sont quand même lourds? Est-ce que vous avez douté? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Alors c'était honnêtement un moment émouvant hier pour le vote, parce que, comme j'ai pu le déclarer, ça a été un long processus législatif, entamé bien avant mon élection et puis porté par un certain nombre d'élus depuis de nombreuses années. Et on a eu 15 jours de débats extrêmement intenses, le soir, la nuit, le week-end, et vraiment un débat de grande qualité, je pense, avec des arguments développés par les uns, par les autres, par les partisans, par les opposants, et y compris par celles et ceux dont l'opinion n'était pas faite au moment du début de l'examen. C'était intéressant parce que, bien évidemment, ces échanges-là, ils nourrissent notre propre réflexion, notre propre construction idéologique. Et puis, comme j'ai pu le dire aussi, c'était un sujet qui dépassait les clivages traditionnels, les clivages partisans et les positions de partis politiques. Bien évidemment, on est nourri de ses convictions personnelles, on est nourri de ce débat parlementaire,
on est nourri quand même, on va dire, du caractère plus ou moins progressiste ou conservateur de sa famille politique, mais surtout on était les uns et les autres, je pense, nourris par sa propre expérience de vie, la propre confrontation avec la mort, avec la souffrance d'un proche. Et voilà, moi j'ai perdu des proches dans de terribles conditions il y a plusieurs années. Je m'étais juré que si un jour je pouvais travailler sur ce sujet-là, ben voilà, je porterais ce sujet avec conviction. Et voilà, je pense que les uns et les autres, au moment d'appuyer sur le bouton pour voter hier, on a peut-être tous pensé à quelqu'un, ça a tous résonné avec une histoire personnelle. Alors, tout à l'heure, justement, on avait Stéphane Peu, qui reste quand même de gauche, mais qui, lui, a voté contre. Qui nous a dit donc craindre justement qu'on fasse peser cette fin de vie, surtout aux plus fragiles, aux plus précaires, parce que ça induirait une vision assez utilitaire de l'individu, et comme il ne pèse trop sur la société, eh bien, on s'en débarrasse. Vous, c'est pas quelque chose que vous redoutez ? Non, pas du tout. J'ai entendu effectivement mon camarade qui parlait d'une forme même d'égoïsme et d'individualisme exacerbé. Je pense qu'il faut bien remettre les choses en contexte. En fait, on a voté 2 lois. Une loi déjà pour généraliser l'accès aux soins palliatifs qui doit être la première réponse pour une fin de vie digne pour tout le monde. Et rappelez aussi que si on a fait cette loi, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a 22 départements qui sont dépourvus de maisons de soins et d'accompagnement sur le soin palliatif. On a créé non seulement le droit à avoir accès à ces soins palliatifs, c'est un droit opposable. On s'est aussi assuré que la question des soins palliatifs serait exclue du secteur privé lucratif et qu'il pourrait exister dans au moins chaque département une maison d'accompagnement. Mais il y a un certain nombre de cas où on le sait, eh bien, la réponse de la médecine n'est pas satisfaisante, qu'on a des douleurs qui sont atroces, un sentiment de déchéance physique et psychologique. Et donc on a créé, avec une loi qui est extrêmement équilibrée, un modèle français de l'aide à mourir avec des conditions extrêmement claires et un processus extrêmement encadré, avec des conditions cumulatives, je pourrais les rappeler, il y a les cinq conditions nécessaires, une qui ont été renforcées même. Renforcées, une collégialité qui a été rappelée, bien évidemment la question de la capacité du patient à exprimer sa volonté de manière claire et évidente, et donc on a un processus qui est extrêmement canalisé. Je pense qu'il ne faut jamais avoir peur de créer de nouveaux droits. Là, finalement, on n'oblige personne à faire le choix finalement de partir de manière assistée. On crée simplement la liberté pour celles et ceux qui le souhaitent d'y avoir recours. Et je pense que voilà, quand... Après lui, il soulevait quelque chose de très intéressant, c'est quand même la question de l'effet pervers d'une telle loi qui c'est intéressant, il faut en débattre évidemment, et ça pourrait durer des heures, mais où on finirait quand même par ne plus être dans une société qui accompagne l'individu jusqu'à la fin, qui lui permet de vivre le plus longtemps possible et dans des conditions très dignes. Et que finalement on peut arriver à des situations où on se débarrasse de quelqu'un qui constituerait une charge, quoi. Oui, moi je ne souscris pas à cette analyse-là, bien évidemment. Pouvoir être accompagné avec du soin, c'est ce que nous avons voulu faire et ce que nous avons voulu garantir avec la question de la première loi sur les soins palliatifs qui a été adoptée à l'unanimité. Donc je le redis, la réponse prioritaire et le cadre général, c'est les soins palliatifs. Et ça, c'est pour l'immense majorité de la population et l'immense majorité des personnes qui vont s'éteindre. Mais il existe un certain nombre de cas, et on a tous été confrontés, où la médecine n'a pas de solution, où les douleurs sont terribles, et surtout le sentiment de perdre en dignité est insupportable et pour des patients et pour des proches. Quand on est confronté à quelqu'un qui dit voilà, moi j'en ai assez, je sais que je suis condamné, que mon pronostic vital est engagé, et je demande simplement à arrêter de souffrir et à pouvoir partir dignement au moment où je l'ai choisi, comment je l'ai choisi. Je pense encore une fois que c'est aussi respecter la liberté de chaque individu et ne pas finalement infliger des souffrances inutiles. Juste dernière chose, est-ce que vous disiez que c'était un texte qui était équilibré? Est-ce que vous auriez voulu
aller plus loin. Oui, moi je fais partie de celles et ceux qui défendaient peut-être encore une position plus libérale sur ce sujet, avec la question des directives anticipées, par exemple, qui n'a pas la prise en compte des directives anticipées, qui n'a finalement pas été retenue, la question du tiers de confiance, la question aussi de finalement de l'administration choisie, soit en auto-administration pour le patient, soit par le soignant, et finalement, le choix de la représentation nationale, ça a été de faire l'auto-administration la règle, sauf en cas d'incapacité physique. À titre personnel, je le regrette et j'aurais aimé aller plus loin, mais je pense qu'il était important pour avoir une large majorité, c'est ce que nous avons eu hier, avec plus de 300 votes favorables, d'avoir un texte qui permettait de concilier, y compris celles et ceux qui auraient pu être heurtés par une petite disposition et qui auraient finalement mis en péril l'adoption de cette loi qui, je le dis aussi, doit continuer son parcours législatif et aller au Sénat pour peut-être être applicable prochainement. Et donc il était important que chacun fasse des concessions. Oui. Et je pense que c'est en tout cas ce qu'une grande partie de la représentation nationale a su faire. Et on a montré le plus beau visage du débat parlementaire, un texte finalement qu'on annonçait être un véritable bourbier, un pugilat, et qui s'est montré non pas consensuel, mais en tout cas équilibré et qui a recueilli une très forte majorité. Est-ce que c'est un succès de la convention citoyenne, à votre avis, que ce soit bien passé quand même ? Je pense que chacun avait un véritable devoir de responsabilité sur ce débat. On sait que la société a beaucoup évolué et très majoritairement favorable à ce modèle français du droit à mourir. On a un certain nombre de travaux de la société civile, de cette convention évidemment, mais au-delà d'autres associations, je pense à la DMD, etc., qui depuis de nombreuses années viennent aussi enrichir la réflexion, ce qui a permis, je pense aux uns et aux autres d'être modérés, pondérés dans l'argumentation et de trouver finalement une voie qui permet de satisfaire, ou en tout cas d'emporter l'adhésion d'un maximum de parlementaires. Je vous propose de terminer cette émission, il nous reste un peu moins de 10 minutes, en parlant du congrès du Parti socialiste qui a lieu actuellement. Il y a eu donc les résultats du premier tour. Il semblerait que Olivier Faure, lui dit que termine devant Nicolas Meyer-Rossignol. Est-ce que, comme Stéphane Peu, vous trouvez que Olivier Faure serait un bon candidat du coup à sa propre succession? Alors, je n'en parle pas au conditionnel. Je vais dire que Olivier Faure sera un bon premier secrétaire, tout simplement parce qu'il l'a déjà été. Moi, je lui suis extrêmement reconnaissant du travail qu'il a fait, pas tout seul, avec une équipe, depuis qu'il a pris le Parti socialiste dans une situation où il était bien mal en point. Il faut quand même rappeler les conditions de travail au niveau du Parti socialiste. Nous étions devenus inaudibles, nous étions devenus parfois infréquentable, on ne pouvait plus aller dans un certain nombre de manifestations. Olivier Faure a remis le Parti socialiste au travail, l'a rendu finalement central à gauche. Nous sommes redevenus un acteur qui compte dans le paysage politique dans notre pays. Et donc ça, c'est véritablement à lui mettre au crédit. Si notre groupe parlementaire est passé de 33 à 66 unités, c'est parce que la démarche qu'il porte, et notamment la démarche d'union de la gauche à laquelle moi je suis extrêmement attaché, porte ses fruits. Donc moi je souhaite qu'on puisse continuer dans cette voie-là pour les prochaines échéances. Donc j'ai apporté mon soutien à Olivier Faure très rapidement et je souhaite qu'il puisse avoir la plus large majorité possible sur le vote du premier secrétaire la semaine prochaine. Donc vous dites pas du tout comme Nicolas Meyer-Rossignol il faut qu'on se sépare, briser les liens avec notamment la France insoumise en disant on voudra pas de primaire à gauche, on aura le Parti socialiste, rien que le Parti socialiste. Alors moi, je ne suis pas partisan de l'isolement du Parti socialiste, tout simplement parce que la réalité électorale, elle s'impose à nous. La gauche est très faible dans les urnes, dans toute sa diversité, dans toutes ses composantes. Et donc sans rassemblement, sans large union, la gauche est condamnée à faire de la figuration à toutes les élections qui vont se jouer à deux tours, que ce soit des élections présidentielles évidemment, mais y compris des élections législatives et même avec l'échéance des élections municipales. Et donc si nous voulons faire autre chose que de la figuration, il faut d'une manière ou d'une autre trouver la voie du rassemblement. Et donc un Parti socialiste isolé, on a vu ce que ça a donné, et moi je ne souhaite pas revivre ces années traumatisantes. Alors il y a une question de Chaka dans le chat qui me demande: est-ce que le prochain premier secrétaire se mettra au service de places publiques pour les présidentielles ou est-ce que vous voulez un candidat individuel ?
Alors en tout cas, moi je souhaite que le prochain Premier secrétaire se mette au service des Françaises et des Français pour présenter un projet politique sérieux et crédible qui nous permettra d'aller affronter l'extrême droite lors de l'élection présidentielle, de nous qualifier au deuxième tour et de l'emporter. Moi, c'est ce que je souhaite aujourd'hui. Je ne suis pas là pour parler de casting de personnes. Je ne sais pas quel sera le candidat qui sera le mieux placé pour incarner ce nécessaire rassemblement. Bien évidemment, si on me demande mon choix personnel, je souhaiterais que ce soit un candidat socialiste et on se battra pour que ce soit bien évidemment un candidat socialiste. Mais je pense que la question de l'union, la nécessité du rassemblement est beaucoup plus importante que de savoir s'il faut se mettre au service de telle ou telle écurie. Vous savez, la politique, elle crève de cette logique d'écurie présidentielle et donc qu'on reparle tout simplement de dynamique politique, de collectif. C'est ce que j'essaye modestement de faire au sein de ma famille politique. Vous parliez justement des contraintes électorales et du fait que vous aviez été, que le Parti socialiste a été considéré comme infréquentable pendant longtemps, c'est évidemment à la suite du quinquennat de François Hollande, de ce qu'a pu faire Manuel Valls, etc. Cependant, il y a quand même parmi les socialistes des gens, et notamment ceux qui votent Nicolas Meyer-Rossignol, j'imagine, qui reprochent au PS une forme de compromission avec LFI. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui d'incarner quelque chose d'autre ou d'être simplement un appui, un soutien de la gauche majoritaire, quoi? Moi, je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes d'appareil politique. Il faut regarder ce que la gauche est capable de faire ensemble. Il y a quelques jours, nous nous sommes révoltés ensemble contre la manière dont la loi Duplon a été adoptée finalement, ou en tout cas poursuit son chemin au forceps, et toute la gauche était à l'unisson et toute la gauche défendait la même ligne. Enfin, il n'y a pas que des points communs. La semaine prochaine, nous allons voter ensemble la proposition de résolution sur l'abrogation de la réforme des retraites. Et donc moi, c'est de cette gauche-là qui est unie dans les combats au service de la France et des Français dont j'ai envie de parler. Je ne souscris pas du tout aux logiques d'inféodation ou de soumission à qui que ce soit. Je pense que voilà, on a montré dans ce que nous avons fait depuis de nombreux mois et depuis en particulier la question du budget que le Parti socialiste assumait sa ligne politique, quelles que soient les pressions, poursuivait son chemin. Mais encore une fois, voilà, il n'y a pas d'horizon pour un parti socialiste qui serait isolé, durablement coupé du reste de la gauche et de ses partenaires naturels. On sait ce que ça pourrait donner. Effectivement, certains citent beaucoup la question des élections européennes. Je le vois dans le chat. C'est très bien le score qu'on a fait aux élections européennes. Ça ne permet pas de se qualifier dans quelque deuxième tour que ce soit, si on n'élargit pas ce score-là. Et moi, je pense aujourd'hui que le barycentre de la gauche, il n'est pas à la France insoumise, mais pas plus qu'il est dans l'aile la plus social-libérale de ma famille politique. Au présidentiel, c'est plutôt les insoumis. En tout cas, je pense que les Insoumis, ils ont bien évidemment un socle électoral important aujourd'hui, et c'est une réalité. La question, c'est est-ce que ça permet de se qualifier au second tour? Est-ce que ça permet d'emporter un second tour face à l'extrême droite? Aujourd'hui, on sait que non, ça ne permet pas de se qualifier pour le second tour, et ça ne permet certainement pas de battre Madame Le Pen ou Monsieur Bardella dans un second tour de l'élection présidentielle. Donc, soit on veut continuer d'aller dans le mur, ou soit on essaye, et ça fait partie de la voie que nous portons avec Olivier Faure, avec d'autres, je pense par exemple à François Ruffin aussi qui porte ce message-là, de dire, eh bien, il faut trouver une position d'équilibre qui soit suffisamment rassembleuse à gauche, et c'est ce que nous essayons de faire. Et on arrive rapidement, oui, sur 2026 à Saint-Étienne. Vous faites quoi ? Alors, on va essayer de tout faire pour tourner la sinistre page du maire sortant qui est empêtré dans des affaires judiciaires triplement mises en examen. De sextape et de voilà, une sordide affaire de chantage à la sextape et puis également des mises en examen pour détournement de fonds. Et donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, à gauche, tout le monde est d'accord sur le diagnostic pour véritablement sortir Saint-Étienne de l'ornière. Et donc on travaille à un rassemblement. J'ai annoncé il y a quelques jours que je ne serai pas le leader de ce rassemblement, mais bien évidemment j'y prendrai toute ma part parce que voilà, Saint-Étienne a besoin de retrouver un petit peu de sa splendeur, mais même au-delà de ça, de retrouver un petit peu de dignité. Et donc j'espère bien qu'on arrivera à emporter notre belle ville de Saint-Étienne d'ici 10 mois.
Non, c'était pour. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû être démissionné par le ministère de l'Intérieur, ce qui est possible? Oui, nous l'avons souhaité. En tout cas, je pense qu'on a une anomalie démocratique quand on a un maire qui est triplement mis en examen, qui reste finalement comme si de rien n'était pendant 2 ans et demi en responsabilité, qui a été mis en minorité aujourd'hui au sein de la métropole. On a un angle mort du droit des collectivités locales, puisqu'il n'existe pas de système un peu révocatoire de type motion de censure, un équivalent de motion de censure dans des exécutifs locaux. Et c'est ce qui permet aujourd'hui aux maires en place de se maintenir finalement envers et contre tous et qui isole terriblement notre territoire, qui n'a pas besoin de ça parce qu'on a un certain nombre de difficultés sur le plan social, sur le plan économique. On aurait pu parler de Casino par exemple, qui a été un traumatisme pour notre territoire. Et donc aujourd'hui, on a véritablement besoin de rebondir. Et donc j'espère que pour ça, on aura besoin d'une alternative. Eh bien écoutez, on suivra ça. On suivra ça en 2026, plus proche dans le temps. Mais il ne faut pas trop nous enterrer. Voilà, on reviendra. Voilà. I'll be back. Le show on suivra évidemment donc, le second tour du congrès qui aura lieu jeudi prochain, 5 juin. Écoutez, merci beaucoup Pierre Courbon d'avoir répondu à toutes nos questions. Oui. Jeudi 5 juin. Jeudi 5, pendant la niche. Pendant la niche, mais exactement. On ira voter. Beaucoup d'actualités jeudi prochain. Ouais. Merci beaucoup Elsa, merci beaucoup Hugo, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, 16h30. Passez une bonne journée, un bon week-end pour ceux qui passent 4 jours. Profitez bien. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Je faisais coucou à la caméra. Ouais mais t'étais pas filmé. On fout.